suis ravie d'être là et encore plus de parler de Product Delight. Alors certains d'entre vous peut-être ont déjà entendu parler du concept, d'autres jamais. Donc dans tous les cas, je suis là pour vous expliquer le concept. Et c'est un concept qui va beaucoup vous aider à créer une expérience différenciante. C'est un peu aussi ce qui a été introduit au début de cette conférence. L'idée aujourd'hui, c'est pas de créer juste n'importe quelle expérience, mais une expérience qui va aller au-delà des attentes des utilisateurs. Et donc pour démarrer ce concept, j'aimerais commencer par essayer de répondre à une question qui a l'air un peu simple, mais qui est très très compliquée à répondre. C'est tout simplement, que faut-il aujourd'hui pour créer des produits qui ne sont pas juste utilisables? Il n'est pas suffisant aujourd'hui de créer de l'usage, il est très important d'aller au-delà et créer des émotions. Et donc, qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui pour créer un produit que les utilisateurs vont aimer, voire même adorer? Alors, on aimerait bien trouver une réponse à cette question, et du coup, il y a eu beaucoup de chercheurs qui ont essayé de se pencher sur cette question-là, et entre autres, un d'eux, c'est un ami qui s'appelle Aaron Walter, qui a en fait essayé de proposer il y a 15 ans un framework que vous avez peut-être vu passer ou pas. Il s'appelle le Hierarchy of Users Needs. C'est tout simplement quoi? C'est la hiérarchie des besoins utilisateurs. Alors, qu'est-ce qu'il dit Aaron dans son livre? Il dit que pour créer un produit qui va avoir énormément de succès, il faut passer par 4 couches importantes. La première couche, c'est évidemment la fonctionnalité. Il faut que le produit fonctionne, il faut que ça marche, bien sûr. La deuxième couche, c'est tout simplement la fiabilité. Il faut que ça marche, mais partout, dans tous les cas, dans tous les contextes, etc. Il ramène une troisième couche, il dit que, évidemment, le produit il a besoin d'être facile à utiliser. Là, pour le coup, tout ce qui est autour de la discoverabilité, etc., c'est très, très important. Mais ce qui est encore plus important dans ce framework-là, c'est le sommet du pyramide. Il dit que le produit a besoin d'être plaisant. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire plaisant? Selon sa définition, c'est que le produit a besoin d'évoquer ou provoquer des émotions idéalement positives. On ne cherche pas à créer des émotions de frustration et de colère. Donc, c'est un framework, moi, personnellement, que j'ai beaucoup travaillé avec, que ce soit chez Spotify ou voire même chez Google. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que pendant très très longtemps, les gens voyaient cette pyramide comme la pyramide du luxe. Genre, ils regardent, ils disent, mais moi, j'arrive même pas à satisfaire la deuxième couche. De quoi tu parles, toi? Facilité d'utilisation ou même pleasurability, ça n'a pas vraiment. On n'est pas là, on est très très loin. Oui, jusqu'à il y a 2 ans à peu près, où avec l'arrivée de l'IA, et on en a beaucoup parlé aujourd'hui, eh ben, figurez-vous que la barrière de la troisième couche, ou en tout cas le coût pour arriver à la troisième couche, il a beaucoup baissé. Et donc aujourd'hui, avec des outils que vous connaissez peut-être tous, il devient beaucoup plus facile de créer un produit à la fois utilisable, faisable, fiable, etc. Hop. Et donc, qu'est-ce qui va différencier ces produits-là? Eh bien, il reste que le sommet du pyramide. Il est très très important d'investir dans ce côté produit plaisant ou créer de l'émotion pour arriver à se distinguer et créer cette expérience exceptionnelle. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'aimerais bien vous parler d'un exemple, comme ça vous voyez exactement de quoi je parle quand je parle de produits plaisants. J'aimerais vous parler d'une expérience personnelle, là, pour le coup. Je mets de côté toute mon expérience professionnelle. C'est un exemple qui m'est arrivé il y a quelques semaines. J'ai atterri à l'aéroport Charles de Gaulle, et comme toutefois, je commande un Uber. Donc, je monte dans l'Uber, le chauffeur il se retourne vers moi, il me dit après quelques minutes, désolé madame, mais je pense que j'ai pas assez d'essence pour vous emmener jusqu'à chez vous. Est-ce que c'est OK si on fait juste l'arrêt rapide pour mettre de l'essence? Bah, pour être honnête avec vous, je ne savais pas si je dis non, qu'est-ce qui se passe quoi? Il va me laisser au périph' ou je ne sais pas. Donc j'ai dit oui, on s'est arrêté, on a attendu. Mais ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que je vous raconte cette histoire, c'est qu'en attendant, j'ai eu une petite notification sur mon appli qui dit on a remarqué que votre véhicule est à l'arrêt depuis un petit moment, et j'espère que tout va bien. Et bien, si ça ne va pas, ou s'il y a le moindre risque, n'hésitez pas à contacter. Bref, j'avais une forte tentation d'appuyer sur Contact Support juste pour voir ce qui se passe, quoi. Genre, mais bon, je ne l'ai pas fait. Et à ce moment-là, en particulier, on ne voit pas les features. On ne voit pas le produit, mais on commence à voir l'humain derrière le produit, parce que ça a provoqué une émotion assez particulière, assez positive. Je vois le sentiment quand j'étais jeune et que je partais en soirée, que mes parents me textaient en fin de soirée, j'espère que tu as réussi à rentrer en pleine forme, quoi.
Et donc, c'est ça un peu ce que j'appelle un produit plaisant. C'est que bien sûr, il va te proposer une fonctionnalité donc de productivité, mais surtout qui va essayer d'aller au-delà pour essayer de te rassurer, créer des émotions positives. Et donc maintenant, on va aller un peu plus loin et j'aimerais que vous essayiez d'identifier votre produit favori. Ne réfléchissez pas trop, hein, c'est vraiment le premier produit qui vous vient à l'esprit. C'est pas forcément aussi le produit sur lequel vous travaillez, hein, c'est pas obligatoire. Et pourquoi j'adore commencer mes talks en posant cette question-là en particulier? Parce que j'adore surtout la diversité des réponses. Alors il y en a qui vont me dire mon Lego, ma machine à café, bref. Il y en a vraiment une diversité énorme. Et dans cette diversité, on identifie qu'il y a certains utilisateurs qui vont identifier comme le produit surtout sur le côté fonctionnel, et l'autre vont plutôt s'attacher à un produit parce que ça leur procure ou en tout cas c'est satisfaisant de point de vue émotionnel également. Et moi, en tout cas, ayant passé presque 15 ans de ma carrière à construire des produits, je suis convaincue que les meilleurs produits, les produits qu'on adore, qu'on utilise tous les jours, qu'on est prêt à aller en parler aussi, c'est des produits qui vont essayer de créer un mix entre ces deux dimensions. Ils vont à la fois, mais c'est obligatoire, hein, à la fois satisfaire les besoins fonctionnels, je veux envoyer un SMS, je veux réserver un hôtel, etc. Il faut que ça marche bien, mais aussi ils vont essayer de satisfaire nos besoins émotionnels, c'est-à-dire je me sens rassurée, je me sens en sécurité, etc., etc. Voilà. Alors maintenant, pourquoi je suis convaincue, pourquoi je suis allée carrément à faire une recherche sur ce sujet-là, comme ça a été introduit, j'ai passé 15 ans de ma carrière à, en tout cas, contribuer à la création de produits qu'on aime tous, globalement également. Mais il y a une partie de ma carrière en particulier qui a beaucoup changé des choses dans ma façon de raisonner et de créer des produits. C'est quand j'étais chez Google Meet. Alors pour l'anecdote, j'ai intégré Google Meet exactement, mais vraiment exactement au moment du Covid. Bon, c'est intéressant parce qu'évidemment, Google Meet était en mode réinvention totale, quoi. On a ajouté énormément de features, etc. Mais mon rôle chez Google Meet à l'époque, c'était Product Leader for Delight. J'en ai jamais entendu parler, je ne savais pas que c'est un rôle qui existe. Mais c'est là où j'ai commencé à comprendre que Delight, ce n'est pas un buzzword. Enfin, ça a été considéré comme un buzzword pendant longtemps, mais je me suis rendu compte qu'il y a des bases, il y a des process, il y a des façons de faire, il y a vraiment... c'est actionnable en fait. Et donc, je commençais à m'approfondir, à refaire un peu de recherche sur ce sujet, à en parler aussi dans des conférences. Et je me rappelle très bien, j'étais une fois dans une conférence et quelqu'un vient me voir après mon intervention. Il me dit, Nesrine, c'est super, tu parles de Delight, etc. Mais bien sûr que tu peux te permettre de parler de Delight. Tu travaillais pour Spotify, Google, etc. Nous, on est des petits, enfin, on ne peut pas. Et ça m'a un peu mis en colère, pour être honnête avec vous, parce que moi, c'est pas parce que... en fait, pour moi, c'était l'inverse. C'est pas parce qu'on était Spotify et Google qu'on peut se permettre de travailler sur la connexion émotionnelle et le delight. C'est l'inverse. C'est-à-dire, en travaillant sur la connexion émotionnelle et le delight, on a pu se distinguer par cette expérience exceptionnelle. Et donc, ça m'a permis de me donner encore plus envie, et c'est vraiment une mission que je mène là depuis quelques années, c'est d'essayer de sortir cette notion de delight de la tech de luxe, comme on dit, pour essayer de la rendre un petit peu plus actionnable et utilisable dans d'autres industries et d'autres produits. Alors, qu'est-ce que c'est le delight? Voilà, on va commencer par les bases. Il y a eu énormément de recherches qui ont été faites sur cette notion-là en particulier, et il y avait un chercheur qui a passé sa vie à étudier les émotions, et il nous dit que le delight, c'est une sorte d'émotion. C'est une émotion, ce qu'on appelle une émotion secondaire. Et donc, cette personne-là, qui est professeur Plotchik, qui vient nous dire, en fait, c'est tout simplement la combinaison de deux émotions primaires. Ces deux émotions sont la joie et la surprise. J'aimerais bien que vous ressentez ça, hein, même pour quelques secondes. Si vous ressentez à la fois de la joie et de la surprise en même temps, ça, c'est du delight. Maintenant, si on revient à notre contexte de produit, quand j'utilise un produit, ce n'est pas forcément de la joie que je cherche. Je peux utiliser le produit, surtout si c'est un produit d'assurance ou de banque ou d'éducation ou de santé. Il y a d'autres ensembles d'émotions que je cherche à satisfaire. Je pourrais être intéressée par me sentir fière ou rassurée ou satisfaite ou comprise aussi, tu vois. Donc, il y a énormément d'émotions qui doivent être identifiées et c'est votre rôle, c'est à vous d'identifier ces émotions-là pour ensuite créer une expérience qui va être alignée avec ces besoins émotionnels.
C'est pas l'inverse. C'est pas on crée une expérience et après on cherche à voir comment on va essayer de la rendre satisfaisante chez le client. Maintenant, je vais vous parler d'autre chose qui est vraiment l'importance de ce concept-là dans votre business. Parce que bon, là, peut-être vous avez compris, ça a l'air d'être intéressant pour le produit, ça a l'air d'être intéressant pour l'utilisateur, mais qu'en est-il pour le business? Et c'est quelque chose, en tout cas, moi, je me considère très chanceuse d'avoir trouvé quand j'ai remis ma casquette de chercheuse il y a quelque temps pour écrire mon livre. J'ai regardé ce que la recherche a identifié sur ce sujet-là. Et pourquoi je vous dis j'ai eu beaucoup de chance, c'est parce que j'ai trouvé des géants, et quand je parle de géants, je parle de McKinsey, de Deloitte, Capgemini, Harvard Business Review. En fait, ils ont tous étudié le même phénomène sur un laps de temps assez court aussi. Alors qu'est-ce qu'ils ont étudié? Ils ont étudié l'importance de la connexion émotionnelle et du delight sur l'adoption des produits. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Et c'est ça qui est encore plus intéressant, c'est des recherches qui sont complètement décorrélées, mais ils ont trouvé, il y avait un consensus énorme qui disent que la connexion émotionnelle et le delight en particulier peut avoir un impact énorme sur 3 métriques produits. Je suis sûre qu'on valorise tous ici dans la salle. La première métrique, c'est la rétention. Pourquoi? Parce qu'un utilisateur émotionnellement connecté, il va rester 50% de plus et il va utiliser 50% de plus votre produit ou votre service. La deuxième métrique, qui est encore plus intéressante, c'est les revenus. Pourquoi? Parce qu'un client qui est émotionnellement connecté, il va avoir 50% de plus de chances de payer pour vos produits et vos services également. Et la troisième métrique, alors c'est pas une surprise, mais c'est quand même très intéressant, c'est le bouche à oreille. Pourquoi? Parce que évidemment, et ça a tellement de sens en fait, un client qui est émotionnellement connecté, il a 60% de plus de chances d'aller en parler. Il va en parler à ses amis, à ses collègues, à sa famille s'il le faut. Pourquoi? Parce que voilà, il le prend comme une mission. Donc moi personnellement, j'ai travaillé dans le produit pendant à peu près 15 ans et j'ai jamais vu une composante en tout cas qui va à la fois doubler ces 3 métriques d'un coup. Donc déjà, ça valorise à quel point c'est important d'investir sur ce sujet-là. Bon, c'est bon, l'introduction est faite, je vous ai parlé de ce que c'est, pourquoi c'est important pour vous, pour votre business. Maintenant, on va parler des choses concrètes. Comment on peut intégrer ça dans le produit finalement? Voilà, toi qui as eu la chance de le faire. J'ai développé tout un framework qui s'appelle le Delight Model. J'ai écrit tout un livre sur ce framework-là. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la toute première étape de ce framework-là. Pourquoi? Parce qu'elle est la plus importante, en fait. Si on la zappe, on ne peut rien faire derrière. La première étape, c'est il faut commencer par identifier les motivateurs de nos utilisateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand on développe un nouveau produit ou une nouvelle feature, la toute première étape, c'est quoi? C'est de faire la segmentation de nos personas. En fait, on doit savoir à qui ce produit va servir. Et donc, il y a plusieurs façons de faire la segmentation. Il y a ce qu'on appelle la segmentation démographique, il y a la segmentation comportementale et il y a la segmentation motivationnelle. C'est quoi la différence? C'est démographique, on est plutôt intéressé à qui ils sont. Voilà, d'où ils viennent, la langue, leur genre, etc. Le comportemental, on va s'intéresser plutôt à comment ils utilisent le produit. Est-ce qu'ils utilisent certaines features et pas d'autres? Et la troisième, qui pour moi, de loin, la plus intéressante, va s'intéresser au pourquoi. Pourquoi ils utilisent notre produit? Alors, ça semble un peu bizarre de s'intéresser au pourquoi, parce qu'on pense qu'on sait pourquoi nos utilisateurs pensent le produit, mais l'utilisateur a plusieurs façons, plusieurs raisons d'utiliser le produit. Et dans cet aspect de motivation, il y a les motivations ou les motivateurs fonctionnels et il y a des motivateurs émotionnels. Et c'est là où il faut commencer à faire la distinction. Par exemple, pour les motivateurs fonctionnels, comme j'ai dit tout à l'heure, je veux réserver un taxi, je veux réserver un hôtel, etc. C'est vraiment des besoins de productivité. Et il y a des motivateurs émotionnels, c'est ce que l'utilisateur cherche à ressentir de point de vue émotionnel. On va faire un petit exercice rapide, comme ça vous voyez de quoi je parle. Alors moi, je travaille chez Spotify, donc je ne pouvais pas choisir un autre produit que Spotify. Ça s'applique à Deezer aussi, hein, si vous êtes plutôt Deezer. Pour un utilisateur Spotify, qu'est-ce qui pourrait être des motivateurs fonctionnels? Qu'est-ce qui peut motiver allez, vous pouvez répondre, hein. Je ne vais pas vous donner la réponse. Qu'est-ce qui peut motiver un utilisateur Spotify de point de vue fonctionnel? Pardon? Oui.
Ok, quoi d'autre? Oui, oui, créer sa playlist en soi, déjà, c'est un besoin fonctionnel. Faire une recherche, chercher un contenu audio, oui. Trouver les paroles, bref, il y en a plein en fait. Et on peut créer tout un spreadsheet en fait où on va lister, par exemple, on va dire je veux écouter de l'audio, je veux être inspiré. Ça m'arrive souvent d'ouvrir Spotify sans savoir exactement qu'est-ce que je veux écouter ou chercher un album en particulier ou un artiste en particulier. Je veux écouter offline, je veux créer une playlist, je veux regarder des podcasts. Bref, tout ça, c'est des besoins fonctionnels. Qu'est-ce qui pourrait motiver maintenant un utilisateur Spotify de point de vue émotionnel? Oui. Ok, c'est le fear of missing out en fait, c'est d'être sûr d'être à la page et de ne pas rater des événements. Oui. Alors, il ne faut pas confondre motivateur émotionnel et feature. L'idée ici, c'est pas de lister les features, mais vraiment qu'est-ce que l'utilisateur cherche à ressentir. Se détendre, en effet. Moi, des fois, je mets Spotify parce que je me sens un peu toute seule aussi. J'ai besoin d'un peu de vibe dans la maison. Je peux aussi le mettre pour me sentir un petit peu émergée, exprimer, oui, et oui, la nostalgie, ça peut, ou même s'aligner avec mon mood. Bref, il y en a pas mal aussi. Alors là, juste pour la présentation, j'ai mis trois de chaque catégorie, mais vous imaginez un petit peu comment on peut faire ça pour n'importe quel produit. Et notre rôle, ce que j'appelle nous, notre rôle, nous, en tant que product builder, c'est vraiment d'être responsable à l'identification de cette liste-là. Pas seulement la liste fonctionnelle, je suis sûre qu'on est tous à l'aise à l'identifier, mais aussi commencer à identifier la liste émotionnelle également. Alors la question qui suit, naturellement, c'est comment on va les identifier? Parce que bon, le fonctionnel, c'est facile. Tu vas poser la question aux utilisateurs, ils vont peut-être répondre. Mais par contre, les motivateurs émotionnels sont assez cachés, ils sont profonds. L'utilisateur lui-même, des fois, il n'est pas conscient de ces motivateurs émotionnels. Donc ça nécessite en fait un travail en plus. Ça nécessite un travail aussi explicite. Il faut aller, déjà, il n'y a pas de magie. On ne va pas les deviner, il faut les avoir via l'utilisateur, via des user research, etc. Mais tout en étant explicite. C'est-à-dire, il faut tout simplement poser la question à l'utilisateur, qu'est-ce que tu cherches à ressentir? En fait, être très très ouvert à poser la question de point de vue émotionnel. Et quand on s'intéresse aux émotions de l'utilisateur, là, tout d'un coup, l'utilisateur va avoir un peu plus de confiance à partager ses émotions également avec nous. Mais mais pour mieux aussi encore saisir ce que je suis en train de dire, j'aimerais que vous réfléchissiez ou vous pensez rapidement au cadeau, le meilleur cadeau que vous avez eu peut-être dans votre vie ou dans les dernières années. Alors généralement, ce cadeau-là qui vous a marqué n'est pas forcément le cadeau qui était aléatoire ou le swag de votre entreprise ou quoi que ce soit. C'est généralement ce cadeau où quand tu l'ouvres, tu dis waouh, cette personne me connaît très bien, elle connaît ce que je valorise, elle connaît vraiment mes préférences, etc. Et on se sent entendu, on se sent valorisé, tu vois. Et donc c'est pareil en fait. L'utilisateur, quand il ouvre un produit, il veut pas que ça soit un produit aléatoire, construit pour n'importe qui. Il veut que ce produit-là, en soi, soit construit pour lui, pour ses besoins, pour ses motivateurs, etc. Et c'est seulement et seulement possible si on est à l'écoute, mais à l'écoute intentionnelle et empathique également, pour essayer d'identifier ce que l'utilisateur ressent et qu'est-ce qu'il cherche à ressentir. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a plein d'outils qui vont vous aider à faire de la user research, voire même de synthétiser les user research. Pourquoi pas? Moi, je ne suis pas contre. Par contre, le contact humain reste quand même de loin, mais vraiment de loin, le plus intéressant. Pourquoi? Parce que je vais vous raconter une histoire rapide, encore une fois. C'est une histoire quand j'ai travaillé chez Google Chrome, il y a 2 années de là. En fait, en tant que product leader là-bas, j'ai dû me pencher sur un des plus grands problèmes un PM peut avoir chez Google Chrome. Alors, c'est quoi? C'est la gestion des onglets. Alors moi, pour l'histoire, j'étais le PM côté mobile. Et on savait à travers les datas, et je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui ont contribué à ma vie misérable chez Google Chrome, qu'il y en a plein qui ont des onglets, mais c'est interminable, ouverts. Et je ne parle pas de 2, 3, 4, 5, 100, je parle de 1000. OK?
Ah ben, il y en a qui laissent des milliers d'onglets ouvertes, tranquille. Alors, ok, mais c'est pas intéressant d'un point de vue produit. Pourquoi? Parce que ça va, en fait, utiliser de la mémoire, ça va réduire la performance, en fait, ça prend de la place, etc. Mais au lieu de tout de suite essayer d'identifier une solution fonctionnelle à ce problème-là, évidemment, on a fait pas mal d'entretiens avec les utilisateurs pour essayer de comprendre bah, déjà pourquoi et est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ce phénomène-là. Et c'était très très intéressant d'ailleurs. Pourquoi? Parce que quand on a interviewé les utilisateurs, on a identifié qu'il y en a certains qui ont commencé à se sentir un peu honteux. Il y en a qui disaient, d'habitude, j'ai pas autant de tabs ouvertes. Oui, mais moi, je t'ai sélectionné parce que tu as... Voilà. Il y en a d'autres qui se sentent en fait un peu embarrassés par le fait qu'ils se sentent désorganisés. Il y en a qui aussi, en fait, ils étaient confus aussi dans l'utilisation, d'essayer de trouver des onglets parmi le tab grid. Bref, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que moi, au lieu de passer à côté, je vais prendre des notes. Il y avait des sentiments de honte, d'embarras, de désorganisation, etc. Alors, la meilleure histoire, c'est quand on a proposé à certains utilisateurs, est-ce que c'est OK si je ferme des onglets qui datent d'il y a 2 ans, 3 ans? Eh ben, les gens étaient en mode do not touch my tab, quoi. Mais sérieux, c'est la pire des choses que tu peux faire. Je vais aller chez DuckDuckGo ou peu importe. Enfin, bref, je reste pas avec vous. Et donc tout ça, c'est intéressant parce que ça nous a permis derrière de revenir au bureau et d'essayer d'identifier une solution qui serait bien sûr à la fois alignée avec les besoins fonctionnels. On veut que l'utilisateur arrive à naviguer facilement dans ses onglets, mais aussi émotionnel. On ne veut pas casser le trust, enfin la confiance, casser toutes ces émotions que l'utilisateur cherche à... Peut-être je vous dirai après comment on a résolu ce problème. Bref, maintenant, j'arrive plutôt, je vous ai expliqué ce que c'est le Delight, comment vous pouvez vous initier au Delight. J'aimerais quand même prendre un petit temps pour vous expliquer qu'est-ce que le Delight n'est pas en fait. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à écrire mon livre, j'ai interviewé énormément de product leaders et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de misconceptions. Alors, c'est quoi les misconceptions? C'est tout simplement les idées reçues. Merci beaucoup. Alors, c'est la première fois que je donne ce talk en français, alors merci. Donc, les idées reçues, et je vais vous parler de 3 idées reçues. La première, c'est qu'il y en a beaucoup qui font la confusion entre delight et l'aspect esthétique du produit. Ils vont ajouter des confettis, des easter eggs dans le produit. On trouve que c'est cool. Oui, pour certains domaines, mais ça peut pas, c'est pas ça qui va créer de l'émotion positive. Ça peut même créer de la frustration dans certains cas, hein, pour être honnête. Donc c'est pas l'aspect esthétique. Le delight, il est dans l'expérience et on parle d'expérience aujourd'hui. Il est dans l'expérience, dans le vécu, dans le ressenti de l'utilisateur. D'ailleurs, il suffit de voir à quoi ressemble Claude.ai ou à quoi ressemble ChatGPT.com. Il y a quasiment plus de design aujourd'hui. Le produit, c'est quoi? C'est la conversation. Le produit et la conversation, c'est pas la page en soi. Et donc, il faut créer dans le delight, dans cette conversation-là. D'ailleurs, ils font des travaux de recherche de fou à comment créer de la conjurance émotionnelle. C'est quoi la conjurance émotionnelle? C'est comment est-ce que Claude peut répondre avec la même émotion que l'utilisateur. Si l'utilisateur est en train de demander avec un certain stress, le Claude, le personnage, si j'appelle ça, va essayer de mapper l'émotion de l'utilisateur. Et ça rejoint une notion sur laquelle j'ai beaucoup écrit dans le livre, c'est une notion très très importante. Alors s'il y a quelque chose peut-être à retenir aujourd'hui, c'est vraiment cette notion de humanisation du produit. Et très 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 important d'essayer de comprendre qu'est-ce que cette humanisation du produit. C'est tout simplement répondre à une question toute simple, c'est si mon produit était un humain, oublions l'IA, oublions la tech, alors je sais, c'est une petite parenthèse, après vous allez revenir, mais si mon produit était un humain, comment l'expérience aurait pu être meilleure? Et ça, c'est un concept qu'on a beaucoup utilisé. Alors, juste pour vous expliquer ce que c'est, quand j'ai travaillé chez Google Meet, alors il y avait Zoom à côté qui sortait des features, mais tous les jours. Et on essayait, mais vraiment énormément, à ne pas regarder cet aspect concurrentiel. Et on était obsédé par autre chose. On était obsédé par si cette réunion a lieu dans une salle en physique, comment l'expérience aurait été meilleure. C'était ça notre point de comparaison, parce qu'on sait que c'est ça la barre qu'on veut atteindre.
Et ça me rappelle aussi une conversation que j'ai eue avec le Head of Design de chez Dyson. Alors c'est un peu bizarre que je parle d'aspirateur ici, mais c'est très intéressant ce qu'il m'a dit, Andy. Alors Andy, il me dit, déjà je commence à dire, Andy, mais comment ça se fait que vous... Moi j'adore mon aspirateur Dyson, il est à l'entrée, je le montre à mes invités, bref, c'est comme si j'ai un bijou, quoi. Et là, il me dit, bah, en fait, on a un mindset chez Dyson, c'est qu'on compare jamais nos aspirateurs à nos concurrents. Ils vont jamais se comparer à Bosch, Electrolux, etc. Ils vont se comparer à, et si je recrute une personne à venir nettoyer chez moi, comment l'expérience pourrait être meilleure? Et donc, par exemple, ils se sont inspirés du côté de la recommandation. Il y en a qui vont recommander à nettoyer une certaine chambre avant l'autre, etc. Ils ont rajouté de la recommandation dans leurs produits. Donc, c'est un concept qui est utilisé par des géants et qui permet de mettre la barre vraiment bien haute. Ah ouais, j'ai un petit exemple, mais j'aimerais vous parler pour maîtriser comment vous pouvez introduire la notion d'humanisation dans votre produit. Alors, vous connaissez un peu de la notion de journey, enfin le concept de quand on utilise un produit, il y a plusieurs étapes. Alors, il y a certaines étapes où le digital va être meilleur, et ben, il y a aussi des étapes où le digital, ou l'humain en tout cas, va être meilleur. Et c'est là où vous pouvez identifier ces moments où l'humain est meilleur pour pouvoir peut-être améliorer votre expérience en fonction. J'ai mis des logos d'avion ici parce que le meilleur exemple, c'est si vous êtes par exemple en mode je veux réserver un vol. Et ben le digital aujourd'hui, il va surpasser parce qu'il va te proposer plein d'idées, plein de combinaisons. Alors que si je suis en mode mon vol vient d'être annulé, il est 2 heures du matin, j'ai besoin d'une solution tout de suite, bah, c'est peut-être l'humain qui va surpasser dans ce contexte-là. Et donc, plus on identifie ces moments où l'humanisation peut être introduite, plus on peut améliorer l'expérience produit. Donc, on a parlé de première idée reçue. Le deuxième, et encore plus intéressant, c'est là, on confond delight et gamification. Alors, juste pour le contexte, qu'est-ce que c'est la gamification? C'est simplement des outils mis exprès dans le produit pour que l'utilisateur reste plus longtemps. Et on pense que le delight peut avoir un lien avec la gamification. Et moi, honnêtement, je pense que c'est totalement l'inverse, mais vraiment l'opposé. Pourquoi? Parce que gamification n'a aucun lien avec le ressenti de l'utilisateur. Ça se trouve que l'utilisateur va en sortir dégoûté. Mais par contre, le delight, tu peux rester moins longtemps dans le produit, mais tu en sors satisfait. Alors, meilleur exemple que je peux vous proposer, c'est que si je suis en mode infinite scroll sur mon Instagram et que je reçois une notification, on me dit Nesrine, tu peux peut-être utiliser ton temps d'une meilleure façon, là, c'est du delight. Et c'est certainement pas du gamification. D'accord? J'arrive à le troisième et le plus important, peut-être, idée reçue, c'est quand pas mal de fois, on lie expérience, delight avec le B2C, avec le domaine B2C. Pendant longtemps, oui, mais certainement pas, alors surtout pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, évidemment, les émotions ne sont pas les mêmes quand j'utilise un produit B2B ou un produit B2C. Il faut bien comprendre qu'on ne cherche pas forcément à satisfaire la même combinaison d'émotions. Par contre, du moment qu'il y a de l'humain derrière, il mérite d'avoir leurs émotions honorées. Alors, ces émotions peuvent être, par exemple, dans un contexte de B2B, ça peut être je veux me sentir confiant, je veux me sentir satisfait, je veux me sentir une meilleure version de moi-même. Et tout ça, ça se travaille et ça peut s'intégrer à l'expérience en soi. C'est pour ça que je parle beaucoup de B2H, c'est peut-être le business to human, pour essayer de satisfaire ses besoins de point de vue humain également. Bon, j'ai 3 petits points récap pour finir ce talk. Le premier, c'est qu'on n'est plus du tout à un moment où le delight, c'est un nice to have. On est vraiment sur du must have. C'est vraiment votre outil de différenciation pour aller au-delà de l'usabilité, mais plutôt aller à pourquoi pas créer de l'émotion avec l'utilisateur. Le deuxième point, c'est que c'est certainement pas un buzzword. C'est vraiment actionnable. C'est pour ça, moi, personnellement, je me suis régalée à créer ce framework et essayer de faire en sorte que ça s'applique dans toutes les industries également. Et un point dont on n'a pas du tout parlé, mais c'est très très important, je vous ai parlé d'outils, mais en fait rien ne s'applique vraiment si ça ne fait pas partie de la culture de l'entreprise. Alors moi j'ai eu la chance de travailler dans une entreprise où les leaders vraiment poussent pour qu'il y ait une culture de delight. On avait le mot delight dans nos stratégies tech, quasiment collé au mur. Pourquoi? Parce qu'on croit vraiment à la valeur de ce concept-là.
Donc, c'est quelque chose d'important pour mettre ça en pratique. Je vous ai parlé du livre, alors si vous voulez vous approfondir sur le sujet et sur toutes les étapes du framework, évidemment, il y a Product Delight qui fête ses 9 mois d'ailleurs. Et je vous ai mis un QR code. Vous pouvez l'utiliser pour accéder à des templates gratuitement, bien sûr. Pardon, j'épuise ma voix. Merci beaucoup de m'avoir et puis je suis là pour les questions. Ouf. Très bien. Qui parmi vous a des questions pour Nesrine? Et méfiez-vous, si vous n'en avez pas, c'est moi qui en aurai pour vous. Ah bah ouais. Je fais devant, tu fais derrière. Si, ça va être ouvert. C'est le micro qui était... Attends 2 secondes. Et ouais, tu peux nous meubler ce Non, mais petit je vois silence la question, c'est c'était quoi la solution pour la gestion des onglets? Ah bah, je la sentais venir. Sinon, le micro marche maintenant. Ok. Alors, il y a eu justement une solution. La solution, ça s'appelle Inactive Tab Group. Alors, c'est quoi tout simplement? Vous l'avez peut-être remarqué tous si vous avez des iPhones. Ça a été implémenté pour l'iPhone. C'est qu'en fait, tous les onglets qui ont plus de 21 jours, qui n'ont pas été touchés pour plus de 21 jours, sont placés dans un groupe d'onglets qui s'appelle Inactive Tabs. Alors, pourquoi c'était vraiment une solution satisfaisante? Parce que les utilisateurs, du coup, ils savent que les onglets sont là. Il n'y a pas de problème de confiance, genre ferme pas mes onglets, etc. Mais aussi, ça permet d'avoir un tab grid qui est beaucoup plus clean. Et donc, il y a un sentiment fake d'être organisé. Tu vois, genre, tout est sous le lit, mais tu as l'impression que la chambre est rangée. Et nous, de point de vue fonctionnel, ça nous a permis de faire un peu de compression de thumbnail sur les tabs, etc. Donc, on a essayé de libérer un peu de mémoire en termes d'appli. Voilà. Quelqu'un d'autre? N'hésitez pas à lever la main. Oui, au fond, derrière vous, mademoiselle. Quels sont les malentendus qu'un designer peut avoir sur un Delight? Enfin, quels sont les malentendus qu'il peut rencontrer? Alors, déjà, j'aimerais parler de quelque chose. C'est bien que tu en parles de point de vue design. Pourquoi? Parce que la notion de connexion émotionnelle, ce n'est pas une nouvelle notion. Ça a été largement et bien couvert dans le domaine du marketing et dans le domaine du design. Alors, on connaît tous qu'il y a le design émotionnel. C'est quelque chose, il y a plein de ressources et de livres. Il y a énormément aussi de ressources et de livres sur le marketing émotionnel. C'est pour ça que Coca-Cola, McDo, etc., ils ne vendent pas le produit, ils vendent l'expérience dans leur campagne de marketing. Par contre, ce que j'ai remarqué quand j'ai commencé à écrire ce livre, c'est que, par contre, pour les business et les ingénieurs et les PM, en fait, on s'en fiche du delight. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu as des designers, des marketeurs qui essayent d'atteindre cet objectif, et au milieu, tu as les business, les ingénieurs, etc., qui sont là en mode oh, mais on n'en a rien à foutre, quoi. Et donc, moi, l'idée déjà d'écrire ce livre, c'était vraiment d'essayer de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde, d'essayer d'avoir le même vocabulaire. Et pour répondre à ta question sur de point de vue design, je pense que l'idée reçue la plus importante, c'est la première, en fait, c'est en termes d'esthétique. La dernière fois, j'étais en train de coacher une entreprise où on me dit, tiens, Nesrine, regarde, si tu bouges ton téléphone, tu as des flocons de neige qui tombent. Et tu dis, mais c'est pas du... Oui, ouais, mais c'est pas ça. C'est pas ça le delight. Le delight, c'est vraiment dans l'expérience vécue. Donc, il faut faire attention entre esthétique, couleur, usabilité et expérience utilisateur. Qu'est-ce que l'utilisateur va ressentir à l'issue de cette expérience-là? Merci pour la question. Une autre question devant, si c'est possible d'avoir un micro par ici. Merci pour la présentation. Souvent, les applications évoluent de release en release assez fréquemment. Comment est-ce que vous accompagnez le changement pour préserver le delight? Oui. Alors, il y a quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est que pour créer du delight, il faut une émotion positive et de la surprise. En fait, il faut chercher tout le temps, on continue, et c'est vraiment délibéré, à essayer de surprendre l'utilisateur, idéalement de point de vue positif. Alors, il y en a aussi qui disent que le delight, c'est tout simplement une équation mathématique où on prend l'expérience et les attentes,
Et si l'équation est positive, on a du delight. Idéalement, l'expérience doit dépasser les attentes. Et donc, tout est dans comment je vais essayer d'entretenir cette notion de surprise en proposant une expérience qui va être supérieure aux attentes utilisateurs. Donc, il faut déjà essayer de comprendre c'est quoi les attentes des utilisateurs et appliquer, ou en tout cas essayer de réfléchir à trouver des moyens de dépasser ces attentes-là. Il y a des frameworks qui sont assez connus, comme le framework de 11 Stars chez Airbnb, où ils vont essayer de voir... En fait, juste pour introduire la notion du 11 Stars, c'est qu'est-ce qu'il dit chez Airbnb? Il dit c'est quoi une expérience 5 étoiles? Une expérience 5 étoiles, c'est une expérience où tout est parfait, on a du beau linge, etc. Et ils ne s'arrêtent pas là, ils vont se dire, et c'est quoi une expérience 6 étoiles? Ah bah 6 étoiles, tu vas trouver une bouteille de champagne, tu vas... voilà, tu commences à être créatif. Et dès que tu arrives à ce point-là, il va te dire, et c'est quoi une expérience 7 étoiles? Ah bah 7 étoiles, je vais être accueilli en limousine à l'aéroport, bref, tu commences à être un petit peu plus crazy. Et ils vont essayer d'aller jusqu'à 11 étoiles, c'est impressionnant. Pourquoi? Parce que, en fait, dès que tu arrives à 9 étoiles, le 6 étoiles et le 7 étoiles te semblent tout d'un coup raisonnables, tu vois, parce que 11 étoiles, c'est avoir Taylor Swift dans la chambre, bref, c'est assez fou, quoi. Et donc, c'est un framework qui est vrai, hein. Enfin, d'ailleurs, le CEO de Airbnb, il en parle beaucoup dans ses podcasts. Pourquoi? Parce qu'ils essayent tout le temps, de créer une expérience qui dépasse les attentes des utilisateurs. Je ne sais pas si ça répond. Oui? Une autre question, et n'hésitez pas à vous présenter, comme ça, comme vous savez tous qui est Nesrine, et moi aussi, on sait qui vous êtes. Je serai la première à me présenter. Je m'appelle Zineb, je travaille chez Prisma Media. Et merci pour la présentation, c'était vraiment super intéressant. Mais moi, tout au long de cette présentation, j'avais un petit inconfort. Et je me suis posé la question de l'éthique. Où est-ce que vous placez l'éthique dans cette recherche de delight? Est-ce qu'il y a des limites? Parce que quand il y a le delight, forcément, il y a peut-être d'autres émotions qui viennent. Peut-être qu'on prend un peu en otage le consommateur. Tu as eu peur qu'on ferme tes onglets, toi aussi? Non, pas du tout. C'était juste, est-ce qu'il y a une limite ou bien on est open bar nos limites? Non, on est plutôt à fond justement dans l'éthique. C'est très important que tu poses cette question-là parce que c'est une question qui m'a obsédée. Je me rappelle quand j'étais sur la phase de publication du livre, j'ai échangé avec Marty Kagan, qui est l'auteur de Inspired, et qui me dit, voilà, c'est très très important. Pardon. Je suis malade. D'être sûr qu'on est sur des émotions positives et pas des émotions de frustration. Et donc, pour répondre à ta question, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'est très très important de différencier entre émotions positives et gamification. Par exemple, gamification, c'est exactement, on est dans du non éthique. Pourquoi? Parce qu'on fait tout pour que l'utilisateur reste longtemps dans le produit, mais est-ce qu'il est satisfait? Ça se trouve, moi personnellement, je ne sais pas si ça vous arrive ou pas, mais après 20 minutes en scrollant, je me sens idiote, je me sens bête, j'aurais pu faire mieux de ma soirée. Et donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est de créer une expérience où l'utilisateur en sort satisfait, fier, s'il le faut aussi. Il se ressent une meilleure version de lui-même. L'autre fois, je parlais avec un leader de chez Atlassian, c'est les créateurs de Jira. Et donc, ils ont un des objectifs, c'est feel better version of yourself. C'est en gros, tout simplement, comment en utilisant les outils, tu te sens un peu un meilleur leader, un meilleur PM, etc. Donc, l'éthique, il est vraiment dedans. Pourquoi? Parce que ce qu'on cherche à atteindre, ce n'est pas une liste de features. On cherche à atteindre à ce que l'utilisateur soit vraiment satisfait de son utilisation. Je crois qu'on arrive au bout du temps dont on disposait avec toi, Nesrine. Donc, je ne vais pas abuser de ta présence et te donner l'occasion de prendre peut-être un moment pour toi. Merci pour le delight de ta keynote. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était un grand niveau.